Inutile d'Igo au accent aigu N la plus grande réforme qui soit est celle de l'ordre. Aide. Dussert. Inutile d'Igo au accent aigu N est le cofondateur et le stratège de Podemos, parti espagnol d'opposition fondé en janvier 2014. Il est également docteur en sciences politiques de l'Université Complutense de Madrid. Ses entretiens avec la philosophe Chantal Mouffe ont été publiés aux éditions du Cerf sous le titre Construire un peuple, pour une radicalisation de la démocratie, 2017. Figaro Vox. Vous êtes l'un des théoriciens du populisme, à l'origine de la stratégie de Podemos. La qualification de populiste sert souvent à rassembler l'extrême droite et l'extrême gauche. Qu'est-ce qui différencie ces populismes? Inutile d'Igo au accent aigu N. C'est tout un ensemble de phénomènes nationaux qui est à l'œuvre aujourd'hui en Europe. Il faut bien saisir cela pour comprendre ce qui est en train de se passer, partout sur le continent, particulièrement en Europe du Sud, on vit un moment populiste. Celui-ci est une réaction au fait que les acteurs politiques et économiques traditionnels cessent d'intégrer ou d'incarner les besoins de la plus grande partie de la population pour préserver ceux d'un système. Aujourd'hui, bien que la majeure partie des pays européens ont maintenu leur gouvernement en place, on assiste clairement à une profonde crise d'horizon. Celle-ci se manifeste essentiellement à travers le sentiment éprouvé par de nombreux Européens d'être abandonnés et laissés sans protection. Le projet européen tel que nous le connaissons a échoué, car il n'est pas parvenu à susciter la tranquillité, la confiance et l'adhésion chez la majeure partie des populations européennes. Nous vivons partout en Europe à un moment populiste. De toutes parts, face à la politique de dérégulation à laquelle se livre une élite cosmopolite, une véritable loi de la jungle consistant à dire aux privilégiés qu'ils peuvent faire et gagner toujours plus d'argent, des voix se font entendre pour réclamer que l'État redevienne responsable vis-à-vis des citoyens. Des personnes exigent que soit renforcée l'idée de communauté et d'appartenance, et que cela se traduise par un rééquilibrage des droits et obligations qui régissent la société. Or ce contrat, le pacte social issu de la Seconde Guerre mondiale, est aujourd'hui rompu. Les minorités privilégiées, en se situant au-delà de tout contrôle démocratique, ont contribué à cette rupture. Voilà ce qui caractérise le moment populiste que traverse aujourd'hui l'Europe. J'ajouterai que Dani Rodrik, un économiste progressiste, a récemment rappelé dans le New York Times à quel point le New Deal, aux États-Unis, fut à l'époque perçu comme un mouvement ou même une pulsion populiste. On a de plus en plus l'impression qu'il y a un divorce entre le pays réel et le pays officiel. Ce pays réel réclame que les institutions redeviennent à son service, et repassent sous son contrôle. Il exige des politiques adéquates pour l'ensemble de la population, et par conséquent que soit recréé un lien national, lâche mais très étendu, qui supplante les appartenances de classe. Ce pays réel rassemble l'immense majorité des perdants des politiques menées toutes ces dernières années, qui restent unis tant qu'ils appartiennent à une communauté nationale. Le populisme en tant que forme politique dépend de la généalogie d'un peuple, de la définition que l'on en donne. Dans les populismes identifiés comme démocratiques ou progressistes, le peuple n'est pas une communauté par essence, prisonnière de l'histoire, mais repose sur une adhésion civique renouvelée de manière permanente. Nous sommes espagnols, français, italiens, et cetera. Parce que nous décidons de l'être. Nous reconnaissons que nous partageons un passé commun, mais par-dessus tout, que nous avons un futur à partager. Appartenir au peuple relève d'une décision civique sans cesse renouvelée. Ce n'est pas fermé, cela ne dépend pas de la race, du nom, du lieu de naissance. À l'inverse, les constructions populaires ou populistes réactionnaires se réfèrent à une forme d'identité essentielle et figée dans l'histoire. Dans ce cas, le peuple est fermé, il est déjà constitué pour tous, qu'on le veuille ou non. Dans le premier cas, le peuple est une chose qui se conçoit sur l'idée républicaine de construire une communauté de transcendance, de gens qui appartiennent à autre chose qu'à leur propre individualité. Comme le peuple n'existe pas, sa construction est une bataille culturelle et politique permanente, inséparable du pluralisme politique et de l'équilibre institutionnel républicain. Dans le second cas, tout ce qui relève du pluralisme politique et des contre-pouvoirs peut quasiment devenir une gêne. C'est la différence fondamentale qui sépare en deux aujourd'hui la pulsion populiste qui traverse l'Europe. Aujourd'hui en Europe, la grande question est, vers quel populisme les pays pencheront-ils ?
un populisme démocratique, soucieux de l'amélioration de la gouvernance et respectueux des institutions républicaines, ou un populisme réactionnaire consistant à monter les perdants de la crise contre ceux qui sont encore plus perdants. Voilà la bataille politique de notre époque. Les dernières élections italiennes ont vu triompher de force les populistes du mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord. Comment analysez-vous la politique italienne et le succès de ces deux mouvements? À mon sens, le premier enseignement se trouve dans la déroute des formations politiques soumises aux diktats de Bruxelles, ce pouvoir qui n'est qu'indirectement démocratique. En second lieu, c'est une réactualisation de l'idée selon laquelle les personnes normales ne sont plus protégées et qu'elles sont mises de côté par les élites économiques et politiques traditionnelles. Cette idée a acquis une composante clairement conservatrice et réactionnaire dans le vote en faveur de Matteo Salvini, qui est très préoccupante. À côté, le mouvement 5 étoiles a su jouer sur différents tableaux. Son programme contient des propositions progressistes en termes sociaux, et dans le même temps des propositions clairement régressives en matière de droit pénal ou d'immigration. Il se dessine en Italie un scénario de transition, le système actuel ne va pas durer. Ce qui se passe actuellement est le résultat de la disparition des grands partis politiques italiens et nous allons assister à la lente formation d'un autre système. La question fondamentale est d'identifier qui saura vraiment se préoccuper de cette sensation qu'ont les Italiens et les Italiennes d'être abandonnés ou maltraités par le système politique traditionnel. Mais cette question n'est pas seulement italienne, elle est présente partout en Europe, et, j'insiste, tout particulièrement dans les pays du Sud, sur les épaules desquels pèse la charge d'une ligne politico-économique très austéritaire et absolument insensée. Les révolutions sont toujours une négociation avec le passé. Vous défendez régulièrement l'idée que les révolutions sont aussi des moments conservateurs. Qu'est-ce que vous entendez par là? Que contrairement à une idée d'origine libérale, très courante également à gauche, selon laquelle l'histoire est linéaire et va toujours de l'avant, vers plus de progrès, les grandes mobilisations ont davantage vocation à défendre des acquis, des institutions ou des droits qui préexistaient, plutôt qu'à en conquérir de nouveaux. Il en existe bien sûr pour acquérir de nouveaux droits, mais je pense que pour la plupart, les mobilisations qui ont le plus réussi sont celles où une rupture s'est faite entre ce que l'on obtient vraiment et ce à quoi on considérait avoir droit. C'est-à-dire une rupture entre ce qu'on espérait et ce qui se produit concrètement. Cela apparaît d'autant plus crûment lorsque ceux qui tiennent les rênes du pays se